Bonjour à tous. Alors, comme chaque année, on vous fait une petite présentation sur qu'est-ce que c'est qu'Écojardin, d'où vient Écojardin et quels sont les grands principes. Alors, on vous a demandé, quand vous êtes inscrit, de signaler si vous connaissiez Écojardin ou non. Donc, vous êtes à peu près un tiers à ne pas le connaître, donc je pense que ça vaut le coup de revenir sur un petit peu d'histoire. Alors, Écojardin, c'est un projet qui a commencé en 2010 par un petit groupe de gestionnaires de collectivités très engagés sur les questions d'environnement et qui, après avoir mis en place la gestion différenciée, souhaitaient pouvoir aller plus loin et avaient besoin de références scientifiques et techniques sur la gestion écologique pour faire des actions pour la biodiversité. Et d'un autre côté, c'est aussi un besoin de reconnaissance des pratiques qui sont mises en place en faveur de la biodiversité, qui changent les paysages et qui nécessitent donc une mise en valeur et une reconnaissance par un dispositif de communication. Donc ce petit groupe de gestionnaires, dont vous les voyez sur la carte, est venu chercher Plantécité pour qu'on puisse réaliser ensemble un projet collectif de construction d'outils en faveur de la gestion écologique. Il y a eu également l'association du groupe Pierre et Vacances Center-Pars, qui est représentant la maîtrise d'ouvrage privée, aussi des réseaux professionnels, Ortis, la TTF, la ITF et le CNFPT pour le relais vers la formation pendant ce projet. Et c'est une étude qui a été financée dans le cadre du plan Ecophyto. Ce projet a abouti à la création de deux grands outils. D'un côté, le référentiel, qui est un guide de bonnes pratiques qui présente dans 7 grands domaines de gestion les bonnes pratiques à mettre en place pour avoir une gestion écologique. Il s'adresse de manière générale à l'ensemble des sites et il présente des annexes pour des critères spécifiques sur des types d'espaces particuliers, comme les cimetières. On verra que certains d'entre eux ont été labellisés et donc ils pourront témoigner de leur expérience aujourd'hui. Les espaces naturels aménagés, les établissements de formation, les arbres d'alignement ou encore les jardins familiaux et partagés. Ce référentiel est libre d'accès, disponible sur le site du label, donc www.label-ecojardin.fr, et il a été associé à un outil de communication et de management, donc une identité graphique, Écojardin, la référence de gestion écologique, avec une grille d'évaluation qui reprend l'ensemble des critères décrits dans le référentiel, avec 3 niveaux. Des critères essentiels qui sont indispensables pour obtenir le label, des critères recommandés et des critères facultatifs. Et à chaque fois, il associe des critères génériques adaptés au site, bien entendu, et puis des critères spécifiques adaptés au type d'espace que je vous ai décrit auparavant. Je voulais simplement vous rappeler les critères essentiels. Il y avait des petits flyers qui étaient disponibles à l'entrée. Vous en retrouverez aussi ce midi si vous n'avez pas pu les prendre à ce moment-là. Donc ils sont au nombre de 7 et ils concernent 4 des différents domaines de gestion que je vous ai présentés. Le sol, donc aucun sol à nu sauf pour des motifs écologiques. Sur l'eau, ne pas réaliser d'arrosage systématique, mais bien évaluer les besoins en eau des plantes avant tout arrosage. Et puis le fonctionnement des fontaines ornementales en circuit fermé. Sur la faune et la flore, c'est à la fois la mise en place de mesures de préservation de la biodiversité, de réduction et d'optimisation de la gestion des déchets verts, et puis aucun traitement avec des produits phytosanitaires dangereux pour la faune auxiliaire ou l'environnement. Et enfin, dernier critère, mais pas le moindre, c'est la mise en place d'un plan de formation qui intègre des thématiques écologiques, parce que la gestion écologique n'est pas une non-gestion, une perte de compétences, mais au contraire l'acquisition de nouvelles compétences et il faut pouvoir les accompagner. Alors le label, comment ça marche de manière générale? Donc c'est un label qui a été attribué par site pour 3 ans. Qui concerne tout type d'espace public ou privé et qui est attribué suite à un audit extérieur par des auditrices et auditeurs compétents sur la gestion écologique et les questions de paysage et qui coûte 715 € TTC, qui rémunère essentiellement, enfin uniquement les auditeurs et auditrices
l'ensemble des frais liés à la procédure et à l'animation étant pris en charge par l'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France et Plantécité. Alors comment ça marche? On s'inscrit en ligne, on vérifie avant qu'on respecte les critères essentiels du label, on s'inscrit en ligne, on accueille l'auditeur pour la visite, on regarde avec lui ce qui se passe sur le site, on vérifie la concordance du rapport d'audit avec les informations vues sur le site. Et ensuite, une fois que le comité de labellisation a statué sur la labellisation, eh bien, on communique sur le site avec les éléments de la charte graphique Écojardin. Pour vous dire les différentes instances d'Écojardin, on en a déjà un peu parlé dans les propos introductifs, mais Écojardin est porté, animé par l'ARB en Île-de-France, qui s'appuie sur un comité de labellisation qui se réunit 2 fois par an, fin juin et fin novembre, pour attribuer les labels. Il est composé de 4 collèges paritaires pour représenter la diversité des parties prenantes de la filière. On a les auditeurs qui sont responsables des visites des sites et de la rédaction du rapport et qui donnent aussi un avis sur la labellisation. Et enfin, Plantécité est responsable du suivi de l'actualisation des procédures et du référentiel en lien avec un comité technique d'experts qui se réunit 1 fois par an en fin d'année. Et j'aurai l'occasion de vous présenter les nouveautés proposées par et le comité de labellisation et le comité technique pour 2018, un peu après. Je vais passer la parole à Jonathan qui va vous faire un petit bilan statistique du label. Merci Aurore. Bonjour à tous. Donc, Jonathan Flambin de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, donc structure animatrice, vous l'avez compris, du label Écojardin. Donc, comme chaque année, je vais vous faire un petit bilan des labellisés 2017, mais aussi du bilan général depuis la création du label en 2012. Alors tout d'abord, vous l'avez bien compris, puisqu'on l'a entendu plusieurs fois ce matin, donc il y a 392 sites labellisés depuis 2012. Le graphique que vous voyez juste là devant vous montre un peu l'évolution. En bleu, c'est le nombre de nouveaux sites labellisés chaque année. Donc on avait eu une petite baisse en 2016, notamment du fait qu'on avait beaucoup de sites aussi en renouvellement. Donc les collectivités qui s'étaient engagées dans cette démarche ont plutôt misé sur le renouvellement que sur la mise en place de nouveaux sites. Cette année, on a un peu plus de nouveaux sites que l'an dernier, donc on peut notamment nommer les bailleurs comme EFI10, I3F, mais aussi Batigère, enfin pas mal aussi d'entreprises qui se sont engagées dans cette démarche et donc ont présenté de nouveaux sites. On reste sur un taux de renouvellement assez important depuis 2015 où on a vu la mise en place des premiers renouvellements, avec quasiment la majorité des sites labellisés en 2012 et 2013. Il en reste encore un peu pour 2014. Ils seront évalués au prochain comité de labellisation fin juin. Donc les non-renouvellements sont souvent dus soit pour des raisons de coût, la structure ne souhaite pas renouveler puisque le budget ne le permet pas, ou elle ne souhaite pas renouveler cet engagement, soit par un changement de label également, souhaitant miser plutôt sur un label qui répond plus à ses attentes, plus que celui d'Écojardin. Le taux de non-labellisation reste aussi assez faible. Vous voyez le nombre de sites non labellisés, c'est la partie en rouge, reste assez faible chaque année. Là, vous avez la répartition géographique par région. Donc, comme ça a été dit, seule la Corse, pour l'instant, reste vierge de sites Écojardin, mais ça arrivera peut-être cette année, on ne sait pas. La région Île-de-France a le plus grand nombre de sites labellisés, avec 207. Bon, c'est aussi dû parce que la ville de Paris s'engage dans une labellisation assez importante de l'ensemble de ses parcs et jardins, donc ça explique que le chiffre est assez haut, mais on a aussi un certain nombre de collectivités et d'entreprises qui se sont engagées dans la démarche. Et puis après, ça reste assez bien réparti avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'Occitanie, donc notamment Bordeaux Métropole. On a aussi la ville de Marseille aussi qui s'engage pas mal dans la démarche, la ville de Rennes, la ville de Cherbourg-Octeville qui a fait labelliser l'ensemble de ces sites. Donc on a aussi à la fois des collectivités qui souhaitent s'engager dans une labellisation large de l'ensemble de leurs sites,
et puis des structures, des entreprises ou des communes qui sont plutôt dans une labellisation ponctuelle, on va dire, de sites assez emblématiques de leur territoire. Là, c'est la répartition par typologie. Donc, on vous l'a dit, on peut faire labelliser aussi bien des parcs, des jardins, mais aussi des cimetières, des espaces verts d'accompagnement, des arbres d'alignement, des campings, des espaces verts d'accompagnement d'habitation et également d'entreprises. Donc, bien évidemment, les parcs et squares restent quand même la typologie majoritaire dans les sites présentés. C'est d'autant plus, d'un point de vue de la gestion écologique, c'est souvent les espaces sur lesquels les collectivités notamment commencent à mettre en place la gestion écologique, donc ça explique pourquoi c'est les principaux sites présentés. Et puis quand même juste derrière à noter donc les espaces naturels aménagés, et puis les établissements socio-éducatifs qui depuis maintenant plusieurs années, le lancement du label, on a régulièrement des lycées d'enseignement horticole, agricole, des lycées professionnels qui s'engagent dans cette démarche, qui intègrent le label dans notamment l'enseignement. Et donc régulièrement, on a de nouveaux établissements qui se voient labelliser, décerner le label Éco-Jardin. Les cimetières également, on en a quelques-uns ou deux chaque année, nouveaux cimetières labellisés. Comme quoi le zéro pesticide dans ces espaces-là est possible, et la gestion écologique également. Là, c'était pour vous montrer un peu la taille, la surface moyenne des sites labellisés. Si on prend les deux extrêmes, le plus petit site labellisé fait moins de 0,05 hectares, donc il est vraiment tout petit. C'est à Annecy, c'est un jardin partagé. Et puis le plus grand site, c'est un site de la ville de Perpignan, donc qui est le canal de Perpignan, donc forcément on a un linéaire assez important. On a une surface moyenne de 19,6 hectares. Et donc vous voyez la répartition, alors je vois que j'ai oublié de mettre là, ah si, elle est juste en dessous. La légende, j'avais peur de ne pas avoir mis la légende. On a quand même majoritairement des petits sites présentés, entre 1 et 5 hectares, voire moins de 1 hectare, à plus de 50%. Et puis au-dessus de 5 hectares, c'est un peu plus anecdotique. Et puis Aurore avait fait un super calcul. On a environ 75 km² de surface de sites labellisés, ce qui correspond, si je ne me trompe pas, à 2 fois la superficie de la ville de Tours, c'est ça ? Bilan des gestionnaires. Donc là, c'est plutôt sur le type de gestionnaire labellisé. Depuis 2012, on a 87 gestionnaires différents labellisés, essentiellement des communes, à presque 50%, bien évidemment. C'est les premières qui sont engagées dans cette démarche-là, notamment dans la labellisation de leur parc. Mais on s'aperçoit, donc je vous ai parlé des établissements éducatifs, les lycées professionnels notamment, qui s'engagent depuis le début, régulièrement. Et puis les entreprises qui, petit à petit, on le voit notamment depuis sur le graphique à gauche, où on voit l'évolution du nombre de gestionnaires tous les ans par typologie, et notamment on voit que les entreprises depuis 2015 s'engagent de plus en plus dans cette démarche-là. Autre information par rapport à la taille, si je fais le focus sur les communes, j'ai repris le classement notamment de l'opération Capitale française de la biodiversité. Donc petite commune de 2000 à 20 000 habitants. Il n'y a pas de commune en dessous de 2000 habitants qui ont présenté des sites. Donc petite commune de 2000 à 20 000, moyenne de 20 000 à 100 000 et plus de 100 000. Donc on a quand même plutôt majoritairement des moyennes et des grandes communes, les petites communes restant une part assez faible des collectivités qui présentent des sites. Donc on voit qu'on a aussi une marge de manœuvre par rapport à ces communes-là, essayer de les engager plus sur la labellisation de leur site. La plus petite commune ayant un site labellisé est la ville de Cornimont dans les Vosges, je crois. Et puis bien évidemment la ville de Paris, c'est un peu plus important. Voilà, je vais juste terminer, bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais de toute manière, on les appellera à venir recevoir leur certificat en fin de matinée. L'ensemble des sites, des gestionnaires qui ont des sites labellisés ou renouvelés cette année. Je
peux rapidement les citer: lycée horticole de Lyon-Dardilly, CFPH d'Écully, ville de Grenoble, ville de Lyon, Suez-Eau France, ville de Besançon, ville de Dijon, la Fondation Alain de Rosambeau, vous allez en entendre d'ailleurs certains ce matin, Humanis, Batigère, Bouygues Construction, Efidis, Gessinaï, 3F, ICAD, Université Paris Diderot, Veolia Eau, ville de Paris, Bordeaux Métropole, ville de Senon, ville de Bassins, ville de Floirac, ville de Lormont, ville d'Alès, ville d'Angers, ville de Nantes et ville de Nice. Voilà. On peut les applaudir d'ailleurs pour leur démarche. Et je redonne la parole à Aurore. Voilà, donc juste pour faire un petit focus sur les nouveautés d'Écojardin pour cette 2018 et les années suivantes. Donc plusieurs choses. Un premier, des évolutions en termes de contenu dans le référentiel et pour le label. Un premier point qui a été beaucoup travaillé, c'est la création d'un groupe de critères spécifiques aux murs végétalisés. Donc quand on dit murs végétalisés, on entend hors grimpante. Donc vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'études ont démontré l'impact environnemental non neutre de ce type d'infrastructure. Et donc il nous semblait qu'il n'était pas pris en compte plus que ça dans le référentiel et noyé dans la majorité des autres critères. Donc il nous semblait important, pour sensibiliser les différents acteurs, de pouvoir intégrer des critères liés à la présence de ces murs végétalisés. Donc ça veut dire l'ajout d'un critère essentiel, donc je vous en avais cité 7, il y en a désormais 8. Donc avec la mise en place d'un système d'irrigation en circuit fermé pour les systèmes de murs végétalisés. Et des nouveaux critères recommandés, à la fois sur la question des substrats, avec la recherche d'alternatives à la tourbe, et puis sur la fertilisation, pour la mise en place de fertilisation organique. Donc le référentiel va être actualisé avec l'intégration de ces critères, ainsi que les grilles d'évaluation qui verront rajouter des critères spécifiques qui seront posés par les auditeurs et auditrices lorsqu'il y aura sur le site la présence d'un mur végétalisé. Le deuxième point est la mise en place de ressources pour la construction des plans de formation. Dans les comités de labellisation et les comités techniques, et avec le retour des candidats, il a été vu plusieurs fois qu'il était parfois compliqué de savoir comment formaliser des plans de formation. Il y a des ressources qui existent auprès du CNFPT et auprès d'autres organismes. Et donc l'idée est de pouvoir préciser dans le référentiel ce qui est attendu, ce qu'Écojardin attend, qui doit être contenu dans un plan de formation. Comme exigence minimale. Après, on ne fixe pas de documents spécifiques, mais plutôt des attentes en termes d'informations sur qui va être formé, comment, etc. Et de pouvoir mutualiser les exemples à partir de documents déjà produits par des labellisés, et donc que ces documents qui ont été fournis lors des audits puissent servir à d'autres. Donc les labellisés qui pourraient être concernés par ces éléments seront contactés pour avoir leur accord et anonymiser les documents qu'ils ont pu fournir pour pouvoir servir d'exemple à de futurs candidats. Voilà pour le contenu du référentiel, et une grande nouveauté concerne la procédure de renouvellement. Jusqu'à présent, le label était attribué pour 3 ans et un renouvellement tous les 3 ans. Cela fait 3 ans maintenant qu'il y a des renouvellements, donc on a plusieurs centaines de dossiers qui ont été traités. Et le renouvellement a toujours montré des évolutions positives, la mise en place de certaines préconisations. Pour autant, ce qui a été aussi vu en comité de labellisation, c'était que certaines mises en œuvre de préconisations nécessitaient plus de temps que le retour des 3 ans, et ainsi que le renouvellement des formations, qui était parfois difficile à tenir dans un rythme de 3 ans, sachant qu'on exige environ 8 formations sur un laps de temps de 3 ans par site labellisé, donc ce qui est quand même assez conséquent, et parfois difficile pour les gestionnaires de maintenir le rythme avec un quotidien toujours présent. Voilà. Du coup, la proposition qui a été faite, analysée et longuement débattue est de conserver un premier renouvellement à 3 ans pour garantir l'engagement dans une démarche d'amélioration continue, et ensuite de proposer les renouvellements suivants à 5 ans. Ce qui veut dire que si on a été labellisé en 2012,
on a fait un renouvellement en 2015 au bout de 3 ans et que le renouvellement suivant se fera en 2020 au bout de 5 ans. L'objectif d'allonger cette durée de renouvellement est de permettre aux labellisés de pouvoir avoir le temps de mettre en place les préconisations réalisées par les auditrices et auditeurs lors de leur visite. Et le comité de labellisation sera attentif lors de ces renouvellements à ce qu'il y ait une réelle progression et que l'exigence du coup du maintien du renouvellement sera d'autant plus forte. Et enfin, des actions prévues sur la communication et le rayonnement grâce, comme ça a été annoncé au début, à la réponse à un appel à projet et au financement de l'Agence française pour la biodiversité dans le cadre du plan Ecophyto. 3 grandes actions, un nouveau site internet qui va permettre de mieux mettre en valeur les sites labellisés et puis aussi de proposer des ressources documentaires sur la gestion écologique qui soient plus accessibles. Une vidéo de présentation de la gestion écologique et du label, donc pour pouvoir mieux s'approprier et en parler et se faire le relais d'Écojardin et aussi témoigner par l'exemple, donc avec les témoignages de labellisés. Et un dernier outil de communication, une exposition sur la gestion écologique avec des panneaux explicatifs et une expo photo de sites exemplaires. Un appel à candidature va être lancé auprès des labellisés et plus largement aussi par Plantécité dans les prochaines semaines pour pouvoir proposer des photos pour réaliser cette exposition. L'objectif est de parler de la gestion écologique autrement en associant la notion de l'esthétique et le changement des pratiques. Donc on pourra montrer la beauté d'une tonte différenciée par exemple, et de pouvoir changer d'échelle en s'adressant à des publics qui sont moins connaisseurs de la gestion écologique, les élus, certains décideurs, et donc de pouvoir parler autrement que notre discours assez technique et qu'on partage tous aujourd'hui ici de la gestion écologique. Il y aura une version numérique de cette exposition et aussi une version qui sera imprimée et mise à disposition gratuitement de ceux qui voudront la diffuser auprès de leurs habitants, dans des expositions, etc. Voilà, j'en ai fini avec les nouveautés.